Oui, alors parlons de l'ambition. J'ai voulu un livre léger et cruel, parce que notre époque est cruelle. Cette cruauté n'est pas forcément visible. On dit souvent que c'est une époque mièvre, euh, qui manque de passion. C'est vrai, mais c'est aussi une époque cruelle, notamment par rapport à tous ceux qui ont entre 20 et 25 ans et qui se demandent comment construire leur vie, comment être utile, donc déjà subsister économiquement face au mur du chômage par exemple, juste trouver un truc à faire pour économiquement subsister et être légèrement utile, voire utile à la société, ça c'est quand même important, c'est quelque chose qui donne, qui fait envie de vivre. Et ça, c'est pas du tout évident aujourd'hui pour ces gens-là. Et mon personnage principal, José, est un post-étudiant qui a 25 ans, qui est bien bâti, qui a un diplôme en informatique, il a même un deuxième diplôme en marketing. Donc ça s'annonce plutôt bien pour lui, mais il ne se voit pas comme ressources humaines. Alors ce terme de ressources humaines qui est comme une sorte de terme générique englobant ce que l'entreprise tire. Alors, il y a les mines de charbon, d'où on extrait le charbon, il y a les ressources humaines, d'où on extrait des humains. J'imagine ça un peu comme ça. Et lui, il ne se voit pas du tout comme ça, donc il est plutôt indépendant, entrepreneur. Et comme il a des rêves qu'on peut avoir à cet âge, il rêve de devenir Mark Zuckerberg. Son prototype, c'est Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Et il veut faire fortune sur Internet. Alors, il commence petit, il commence par vendre des fèves d'épiphanie. Les fèves d'épiphanie, ça vaut rien a priori, sauf qu'il y a des collectionneurs de fèves d'épiphanie dans le monde entier. Et certaines séries sont très recherchées. On ne le sait pas forcément, mais la plus grande collection de fèves d'épiphanie, c'est un Hongkongais qui la possède. C'est plusieurs centaines de milliers de pièces. Et ma foi, c'est ridicule d'un côté comme occupation et c'est une niche que personne ne connaît, donc on peut s'y loger et finalement prospérer si on est astucieux. Voilà, mais ce n'est pas ce qui va lui arriver. Malheureusement pour lui, la fève n'aime pas les naïfs et il comprend très vite que son économie ne marchera pas. Bref, ensuite, comme on dit qu'on est dans une époque pragmatique, il va se passer du coq à l'âne, il va finir par donner des cours de mathématiques en soutien à domicile à des élèves très peu doués, mais toujours plus doués que lui, parce que lui n'y arrive pas du tout, même dans ce métier-là. Voilà en gros comment commence le livre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'ambition de notre époque, ou les ambitions de notre époque, sont assez, je dirais, dérisoires, enfin m'apparaissent comme telles. Donc en effet, trouver un petit boulot pour essayer de survivre au quotidien, essayer de s'inventer une utilité, parce que généralement quand on est ressources humaines, c'est qu'on est fondamentalement inutile. Et par opposition, pour faire ressortir ça, par effet de contraste, il y a vers le milieu du récit une autre aventure qui va commencer, qui est l'aventure de l'ancêtre, du lointain ancêtre de José, qui vit en moins 10 000. Donc on est au début du néolithique. Le néolithique, c'est cette période où les humains cessent d'être nomades et se sédentarisent, troquent la liberté d'aller et venir pour le travail éreintant des champs, par exemple, ou de l'élevage. On peut se poser la question d'ailleurs pourquoi ça s'est passé à ce moment-là, et je me pose cette question. Voilà, et par effet de contraste entre les petites ambitions actuelles, les grandes ambitions ou les ambitions contrariées du passé apparaissent en effet comme des sortes de blocs gigantesques. Voilà. Je ne veux pas raconter plus avant ce texte, parce c'est un texte qui, j'espère, réserve des surprises. Euh, mais l'idée là, l'idée c'est sur cette cruauté, légère cruauté de l'époque, l'impression d'être une mouche qu'on a mis dans un bocal et qui vole et elle a l'impression qu'elle peut sortir à n'importe quel moment, parce que c'est éclairé, elle a l'impression qu'elle est partout dans l'espace, mais en fait elle se cogne à la vitre à chaque fois pour retomber un peu dans sa misère.
déjà, je me suis aperçu que personne n'avait jamais écrit sur l'ambition. C'est assez étonnant. Il peut y avoir des personnages ambitieux dans la littérature, chez Flaubert, chez d'autres, mais l'ambition en tant que sujet, apparemment, n'a pas été abordée, alors que quand même c'est un des moteurs de l'existence, et ce depuis des temps immémoriaux. Donc voilà, ça me paraissait sympathique de voir ce courant électrique qui nous traverse et qui nous fait faire des choses. Voilà. Ensuite, juste de manière tout à fait euh, prosaïque, j'ai observé mes enfants jouer à la maison. Ils jouent tantôt au Lego, tantôt au Playmobil. Et là, je me suis dit que finalement, cette dualité Lego-Playmobil, c'est-à-dire quand on est Lego, on n'est pas tout à fait Playmobil, on peut passer de l'un à l'autre, bien sûr, mais il y a une différence philosophique de construction dans ces jeux. Euh, le Lego, c'est quelque chose qui se construit doucement, il faut un plan. On peut improviser, mais généralement on obtiendra quelque chose de très vilain quand on improvise. Le Playmobil, lui, est déjà tout construit dans sa boîte, il sort, il est nickel ou presque, et on peut déjà jouer, et puis les règles changent très vite. En fait, je me suis dit, nous sommes tous un peu soit Lego, soit Playmobil, nous abordons notre vie un peu comme ça, nos ambitions sont un peu comme ça, tantôt on veut être calme et constructif, et on bâtit calmement notre vie, comme un jeu de Lego, donc on passe des diplômes, on fait un petit stage, on devient contremaître, on monte en grade, on a d'abord on loue d'abord un petit studio, puis ensuite on achète un petit studio, puis ensuite, si on a de la chance, on aura une berline même peut-être. Voilà, ça c'est l'ambition, la construction Lego. Le Playmobil, lui, pas du tout comme ça. Le Playmobil est foutraque, il passe du coq à l'âne. Il a une vie, je dirais, plus joyeuse, mais plus angoissante aussi, angoissée, parce qu'il abandonne tout du jour au lendemain. Il se rêve artiste, il se rêve libre, bien évidemment. Les deux ambitions subissent des échecs, des remises à niveau périodiques. Et les deux ambitions font mal. Et on peut panacher, on peut être un peu Lego, un peu Playmo. Voilà, mes personnages vont vivre un peu aussi dans ces dualités, aussi bien d'ailleurs le personnage actuel, José, que son ancêtre du néolithique, qui lui est franchement Playmobil. C'est-à-dire que j'ai commencé par vouloir imaginer un récit sur le néolithique. Pourquoi le néolithique? Parce que là aussi c'est une période absolument ignorée, je trouve. C'est expédié en 2 lignes dans les manuels d'histoire. La vedette, je dirais, des temps préhistoriques, c'est le Cro-Magnon, ou le Néandertal, qui chasse le mammouth, qui décore des grottes. Donc lui, là, il y a pléthore de choses écrites déjà ou filmées sur le sujet. En revanche, son descendant et notre ancêtre du néolithique, qui quand même dure entre 3 et 5 000 ans, suivant les scientifiques, lui est ignoré, alors que c'est lui qui invente le monde moderne, c'est lui qui invente la propriété privée, puisque quand vous avez un champ, que vous êtes éreinté à le cultiver pendant 1 an, à chasser les oiseaux, à planter les graines, à manier quelque chose qui ressemblait à une charrue, et que votre voisin, lui, n'a rien fait, eh bien, vous êtes tout à coup beaucoup moins partageur que si vous avez un arbre avec des fruits qu'il suffit juste de ramasser. Donc, tous les codes et les comportements de la propriété sont bien établis à ce moment-là. Et pourtant, c'est une période sur laquelle on se pose très peu de questions, comme si c'était naturel. Voilà, donc là, j'avais un vide. Donc, je commençais à écrire, à réfléchir au néolithique, à cette problématique-là. Pourquoi troquer cette liberté contre un travail éreintant qui ne garantit rien? Parce qu'il suffit d'avoir une année de sécheresse ou trop de pluie et c'est terminé. Votre récolte anéantit votre tribu. Vous auto-anéantissez vous-même, en quelque sorte, en vous enfermant dans ça. Alors que ceux qui sont nomades, peut-être, pourraient aller vers d'autres univers plus favorables et trouver d'autres troupeaux d'aurochs, de bisons sauvages. Voilà, il y a toujours cet espoir, alors que quand votre champ est sec, c'est terminé. Vous ne pouvez plus rien faire. Donc voilà. Et ensuite, forcément, par effet de miroir ou par j'observais
les jeunes, comme on dit, d'aujourd'hui. Et je voyais aussi qu'il y avait des choses à dire sur le sujet. Et ensuite, paradoxalement, j'ai inversé. C'est-à-dire que le récit commence par l'époque actuelle. Et ce n'est qu'après un certain nombre de pages et de péripéties que l'on va, par ricochet, faire des allées et venues entre le néolithique et aujourd'hui. Dans ce livre, d'ailleurs, l'humour est plutôt froid. Hein. C'est pas un humour, c'est pas un grand éclat de rire, comme parfois j'ai fait dans mes autres livres. On n'est pas non plus dans l'humour noir, on est plutôt dans une observation, dans une ironie froide, relativement stable, une sorte de loupe qu'on braque sur des personnages et on les étudie de manière assez scientifique presque. Voilà. J'espère que ça fait rire aussi. C'est un livre léger, hein, c'est un livre léger, cruel et léger. Voilà les deux, ça c'est important.